Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre session au Summit de Paris. Merci d'être présent avec nous. On est très contente d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter une discussion, un panel qui va porter sur l'art du branding personnel dans l'environnement du travail et au-delà. Je m'appelle Ibtissam Niedri et je suis Solutions Architect chez AWS depuis, ça va faire 3 ans maintenant. Donc je travaille principalement avec des clients dans le secteur financier, donc tout ce qui est banque et assurance, et je les accompagne dans leur transformation sur le cloud AWS. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de merveilleuses collègues et demoiselles. Donc Diana, Inès, Cyrine et Rim, j'allais prendre un petit mon nom. Donc à la fin de la session, ce que vous devez apprendre ou ressortir avec cette session, c'est que vous serez capable de comprendre le rôle du personal branding dans votre réussite professionnelle, être capable d'identifier les attributs et apprenez à les transmettre, ces attributs-là qui vous distinguent par rapport aux autres, et comment utiliser efficacement les plateformes numériques pour améliorer votre visibilité et votre branding personnel. Donc pour les panélistes, je vais juste vous laisser vous présenter rapidement. On va commencer par Diana. Si vous pouvez juste vous présenter, puisqu'on parle de personal branding, si vous pouvez juste nous dire en un seul mot ou deux, c'est quoi votre brand personnel? Bonjour à tous et à toutes. Je suis aussi ravie d'être là aujourd'hui pour partager mon expérience personnelle. Je m'appelle Diana Dedeyan et je suis principale CSM chez AWS, CSM Customer Solution Manager depuis un peu plus de 4 ans maintenant et j'ai 18 ans d'expérience dans les services financiers. Quant à ma marque personnelle, je suis quelqu'un stratégique et je suis quelqu'un audacieuse en matière de risque. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Inès Cassi. Je suis data ingénieure dans l'équipe Professional Services. Donc, je travaille avec des clients pour les aider à définir leur plateforme de données résiliente et qui passe à l'échelle. Ce que je communique à travers ma personal brand, c'est ma passion pour les systèmes distribués et je m'engage auprès des étudiants pour les aider dans leur insertion professionnelle. Bonjour à tous, je m'appelle Cyrine Sucy, je suis Business Development Manager au sein de l'équipe secteur public d'AWS et je me concentre sur les projets de partage de données. Donc au fil de ma courte carrière, voilà, disons que le fil conducteur que j'ai suivi a été d'œuvrer pour la transformation digitale du secteur public. Et en fait, ce qui m'anime dans ce projet, c'est vraiment voir le digital et le numérique et notamment le cloud comme levier stratégique pour l'amélioration des services publics et de la vie des citoyens. Et c'est un peu comme ça que je me positionne, c'est ma personal brand, donc spécialiste de la transformation digitale du secteur public. J'ai fait ça au sein d'un cabinet de conseil, je l'ai fait au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et je le fais aujourd'hui au sein d'AWS. Bonjour à tous, je suis Rim Zafouri, je suis architecte de solutions chez AWS, également dans le secteur financier. Et donc mon rôle pour moi a construit un peu la base de ma marque personnelle, qui est cette dualité technique et commerciale. Et les valeurs que j'aime incarner en faisant cela, c'est le leadership empathique. Super. Pardon. Merci à toutes. On va commencer par les premières questions. Donc, on va commencer par toi, Rim. Si tu peux nous parler juste un tout petit peu de ton process ou le process que tu as suivi, ou les étapes, et comment ça a été pour toi de définir ta brand personnelle. Oui, bien sûr. Alors, j'aimerais commencer avec une citation de Jeff Bezos. Jeff Bezos dit que votre marque personnelle, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la salle. Donc, en d'autres mots, c'est l'association de tous les sentiments, des attentes et des sentiments que les gens ont envers vous. Et donc, votre objectif en termes de marque personnelle, ça va être d'être sûr que ce récit qui a été créé à votre sujet est précis, cohérent et correct. Donc, j'ai réfléchi à ce sujet. Je me suis dit quelle approche prendre pour atteindre cet objectif. Et donc, la méthodologie simplifiée que je recommande à mon entourage, c'est en 3 étapes: identifier, construire et communiquer. Donc, on va commencer avec identifier. Donc, c'est la première étape, c'est prendre un moment pour faire un audit de votre marque personnelle au moment présent, donc au jour J, et avoir cette idée de la marque personnelle que vous aimeriez avoir. Et donc, pour identifier dans cette étape-là, il faut prendre un moment pour
afin de faire évoluer votre marque et de la rapprocher de votre idéal, il faut savoir où vous êtes aujourd'hui. Et donc, les questions qu'il faut se poser ici, c'est quelle différence voulez-vous apporter aux différents publics qui vous sont importants, que ce soit personnellement ou professionnellement, et quelles sont les valeurs que vous voulez incarner en faisant cela. Et donc, c'est la question que je me suis posée moi aussi. Et ce que j'ai découvert en termes de marque personnelle, c'est que ce n'est pas toujours facile de reconnaître ses propres atouts. Et c'est là où je recommande aussi de vraiment parler avec votre entourage, donc vos amis, vos collègues qui vous connaissent bien, parce que c'est quelque chose de très précieux, mais ils peuvent refléter en fait les atouts que vous avez. Donc, et c'est pas toujours facile de les voir nous-mêmes. Donc, par exemple, je peux dire, Cyrine, en fait, tu es fantastique quand tu parles à un public. donc vraiment, utilisez votre entourage et demandez-leur et essayez de faire attention à ce qu'ils vous disent aussi. Ensuite, pour la deuxième étape, c'est construire. Parce que le personal branding, ce n'est pas seulement un amas de descripteurs et d'adjectifs que les gens ont, c'est en fait toutes les histoires que vous avez construites et que vous avez pu communiquer à votre public. Et donc pour cela, il faut vraiment identifier les différentes interactions, les projets et les actions à prendre qui vont vous permettre de vous rapprocher de cette idée, donc de cet idéal que vous avez de votre marque personnelle. Et enfin, la dernière étape, c'est communiquer, parce que une fois que vous avez votre idée de marque personnelle et une fois que vous savez les actions et les interactions à prendre, il faut aussi savoir communiquer votre histoire avec votre public. Et donc pour ça, les gens qui se vantent ne sont pas souvent aimés, mais c'est aussi très précieux de donner des raccourcis aux gens pour leur dire ce qu'il y a de précieux chez vous. Et donc il faut aussi identifier vos publics et identifier les promoteurs de votre marque personnelle. Oh, merci beaucoup. Tu as dit plein de choses très très intéressantes. On va revenir sur quelques-unes sûrement, notamment la partie communication. Si tu peux juste redire pour l'audience les 3 étapes que tu avais mentionnées. C'était identifier. Oui, identifier, construire, donc incarner la marque et communiquer. Parfait, merci beaucoup. Même question pour toi, Inès. Donc pour moi, le personal branding, c'est quelque chose auquel j'ai commencé à m'intéresser quand j'étais étudiante. J'étais community manager dans mon job étudiant et je commençais à réfléchir comment est-ce que je peux utiliser ces compétences-là pour m'aider à m'insérer et me distinguer pour mon insertion professionnelle. Et dans ce cadre-là, on peut voir une personal brand pour une personne comme ce qu'est le marketing pour une entreprise. On peut avoir le meilleur produit, les meilleures solutions du monde. Si les gens ne connaissent pas ces solutions-là, ils ne viendront pas les utiliser. Donc de la même manière, on peut avoir une expertise dans notre domaine, on peut être les meilleurs ingénieurs, mais si les gens ne savent pas, s'ils ne connaissent pas cette expertise que l'on a, on aura moins d'opportunités qui nous viendront. Donc cela a commencé ma motivation pour le personal branding et la méthode que j'ai employée, c'était premièrement définir un objectif de cette personal brand, ce qui s'apparenterait à une stratégie de communication. Ensuite, définir une direction pour cette communication, comme ce serait le cas pour un plan de communication, et finalement définir son audience. Donc, définir son objectif, déjà, c'est commencer par faire de l'introspection sur soi-même pour définir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on aime faire au quotidien, qu'est-ce qu'on se voit faire dans les 2-3 prochaines années, et qu'est-ce qu'on doit montrer à travers notre image pour atteindre cet objectif-là. Ensuite, comme Rim l'a bien mentionné, utiliser son entourage permet d'avoir un reflet sur quels sont nos points forts quand on ne les voit pas nous-mêmes. Et ce qui m'a aidé encore plus, c'était de parler à une personne qui a déjà atteint cet objectif, parce qu'elle a la perspective de distinguer quels sont les points forts associés à cet objectif-là, vu qu'elle les a atteints. Donc j'avais fait ça avec mon tech lead. J'avais parlé de mon parcours, de ma passion pour les systèmes distribués, et il m'a permis de voir que finalement, cette passion pour les systèmes distribués est ce qui permet de me distinguer, parce qu'elle me permet de comprendre les concepts par lesquels les services AWS sont construits, en plus de la vision de leur utilisation. Donc, commencez par prendre un crayon et un papier et commencer à réfléchir, à répondre à ces questions-là de qu'est-ce que vous voulez faire, comment est-ce que vous voulez communiquer ça, et identifier des personnes de votre entourage ou bien de votre réseau extérieur à travers des meet-ups, à travers LinkedIn, qui ont déjà atteint cet objectif-là pour vous aider à vous regarder de leur vision, votre parcours, et voir quels sont les points forts à mettre en valeur. Ensuite, le deuxième point, c'était
avoir une direction. Cette direction, ça veut dire avoir des thématiques qui sont associées à ces points forts. Ces thématiques-là vont nous permettre au quotidien, quand on fait des choses, que ce soit dans le cadre de notre job ou volontariat, au quotidien, de faire un mapping entre ce que l'on fait et ces thématiques. Et avoir le réflexe de se dire « Ah, ça rentre dans cette thématique, donc je vais communiquer dessus ». Et troisièmement, définir une audience. Le point qu'il faut prendre en considération, c'est réfléchissez à quelle est l'audience à laquelle vous pouvez apporter de la valeur. Parce que c'est grâce à cet apport de valeur que votre nom sera associé à votre expertise, que d'autres personnes expertes vont vous identifier comme une experte du domaine ou un expert du domaine. Dans mon cadre, je m'identifie, parce que j'ai été récemment diplômée, donc j'ai rejoint AWS il y a 1 an et demi, au public étudiant. J'aurais aimé, quand j'étais étudiante, avoir plus de contenu de comment est-ce que je fais. Ce que je fais dans le cadre de mes études se fait concrètement dans des projets industriels. Donc c'est ce que j'essaie de communiquer à travers à mon audience. Et de la même manière, en aidant ces étudiants-là, mon nom est associé à cette expertise par l'audience plus globale. Donc, de la même manière, définissez votre audience, réfléchissez à qui est-ce que vous pouvez apporter de la valeur. Pour résumer, définissez votre objectif, définissez une direction pour atteindre cet objectif à travers votre brand, et puis définissez votre audience. Merci Inès. En fait, dit comme ça a l'air si simple que si on suit les 3 étapes que vous avez mentionnées toutes les deux, on a notre personal brand. Mais je suis sûre que ça n'a pas été le cas. Pour toi, Rim, par exemple, ça a pris combien de temps? Oui, c'est pas si simple que ça, effectivement. Alors pour moi, je pense que les premiers efforts en fait du personal branding peuvent se faire en quelques mois. Donc c'est vraiment identifier la personne que vous voulez être connue, la personne que vous voulez être. Mais pour moi, ça m'a pris 2-3 ans déjà pour vraiment incarner ce rôle. Et ensuite, en fait, c'est un travail continu parce que ça va évoluer avec votre carrière qui évolue aussi. Et donc, ça va être un travail continu et permanent. Merci à vous deux. On va passer à toi, Diana. Je suis sûre que dans 18 ans d'expérience, il y a eu pas mal de branding personnel. Est-ce que tu peux nous raconter une fois où ton personal branding, le fait d'avoir cette brand, a impacté positivement ta carrière professionnelle? Donc, personnellement, j'ai commencé un peu plus tard dans ma carrière à réfléchir à mon personal brand, pas au début. Donc, après peut-être 5-6 ans de ma carrière, j'ai commencé à réfléchir de construire cette marque personnelle ou personal brand. Et avant de vous raconter c'était quoi l'impact de construire cette marque, je voudrais vous poser une question. Si je vous dis, je suis Diana Dedeyan, je suis CSM, combien de personnes ici comprennent ce que je fais? Vous pouvez lever une main. Donc, si quelqu'un comprend ce que je fais, allez, bon, pas trop. Donc, si je dis maintenant, je suis Customer Solution Manager, est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant? Non plus. Non plus? OK, si vous êtes intéressé, je peux raconter après cette session, venez me parler, je peux vous raconter un peu plus ce que je fais en tant que Customer Solution Manager. Donc, comme vous le constatez, mon job ou mon rôle, c'est pas mon intitulé de poste, c'est pas si explicite. Quand j'ai rejoint AWS depuis 4 ans et demi, c'était un rôle qui vient d'être créé en France. Je faisais partie des premiers CSM en France. Ça venait d'être construit par un besoin client. Donc, je rejoins AWS et c'était une époque où chaque fois, je rencontrais quelqu'un de nouveau, un collègue, un client, un partenaire. Je devais chaque fois me présenter et expliquer mon rôle, ce que je fais. Donc, ce n'était pas si explicite. Du coup, c'était si important et crucial pour moi de construire cette marque personnelle ou personal brand pour que ces gens-là, mon équipe, les clients, partenaires me reconnaissent avec cette personal brand et pas par je suis CSM. Donc, voilà ce que j'ai fait dès le premier jour chez AWS. J'ai commencé à construire cette marque personnelle. Et comme vous avez dit avant, c'est un truc qui évolue. Avant de rejoindre AWS, j'étais consultante, donc j'avais j'ai construit une autre marque qui était un peu différente que quand j'ai commencé chez AWS. Donc maintenant, pour revenir à ta question, Itsam, comment ça m'a aidé sur plusieurs niveaux. Donc j'ai commencé chez AWS, comment ça m'a aidé cette marque personnelle. Tout d'abord, j'ai eu beaucoup de managers qui m'ont contacté pour des opportunités de travail, quelques jobs que j'ai saisis et d'autres que j'en ai pas. Donc ça, pour moi, c'était les opportunités les plus importantes. D'autres, j'ai eu des gens qui m'ont contacté pour
avec cette marque personnelle, quand les gens ils ont commencé à me connaître en interne chez AWS, ils m'ont contacté pour des conférences externes ou internes. Donc, conférences externes, par exemple, j'ai eu la responsable de l'inclusion et diversité qui m'a contacté, par exemple, pour aller représenter AWS France. L'année dernière, c'était vers octobre, pour parler dans Women in Tech Europe Summit. Donc, c'était un summit en Europe pour Women in Tech. J'ai été contactée, par exemple, à l'intérieur, au sein d'AWS, pour aller parler avec des clients. Donc, au sein d'AWS, on travaille avec des équipes de compte. Donc, chaque équipe de compte s'en occupe d'un client spécifique. Donc, il y a des équipes de compte qui m'ont contactée, même si moi, je travaille pour un client spécifique, mais d'aller parler avec leurs clients pour parler de les aider dans les adoptions du cloud ou de leur parler d'une expertise spécifique, comment faire pour, je ne sais pas, pour migrer, etc., etc. Donc, c'est comme ça que les autres équipes, ils m'ont reconnu grâce à cette marque personnelle. D'autres exemples aussi, par exemple, les gens en interne, quand ils ont commencé à me reconnaître, j'ai été invitée à des séminaires en interne. Donc, au début de chaque année, il y a des séminaires qui se passent en interne pour définir la stratégie de ces équipes, ces 50 à 100 personnes qui se réunissent. Et du coup, j'ai été invitée pour aller, que ce soit parler c'est quoi la vie d'un CSM ou même aller parler d'un sujet spécifique à propos du cloud, de l'innovation, etc. Et enfin, mentorat. Donc, je fais beaucoup de mentorat au sein d'AWS, c'est un truc que j'adore. Donc, comment les gens vous reconnaître, comment les gens vont vous contacter, moi et pas d'autres, pour les faire du mentorat, pour évolution de carrière ou d'autres. C'est grâce à cette marque personnelle que j'ai commencé à construire depuis que j'ai rejoint AWS. Donc, ça, c'est en très résumé. Et un peu avant, donc avant de rejoindre AWS, j'étais consultante, c'est comme professional service chez nous. Donc, j'étais dans un cabinet de conseil. Et dans un cabinet de conseil, j'imagine qu'il y en a peut-être ici pas mal des gens qui travaillent dans un cabinet de conseil. Souvent, c'est les managers qui vont à la recherche des missions, positionner des consultants et gagner des missions. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé dès le début à gagner mes propres missions, même en tant que consultante junior. Et c'est comme ça, en fait, comment j'ai pu gagner. C'est pas juste avec mes compétences, mais parce que aussi les autres clients, ils ont commencé à me reconnaître grâce à cette marque. À cette époque-là, les réseaux sociaux, c'était pas très utilisé, disons. Donc voilà, donc j'ai commencé à gagner moi-même des missions et grâce à ça, j'ai pu évoluer, devenir manager et après, bien sûr, voilà. Et bien sûr, après, postuler chez AWS et avoir mon poste aujourd'hui. Et, on n'a plus d'écran et pas de présentation, mais c'est pas grave. Voilà, mais on n'a pas besoin. Ouais, c'est pas grave. Donc, voilà en résumé. J'avais pas vu qu'il y avait plus de presse. Vous avez retenu nos prénoms. Donc voilà en résumé petit à tout le monde, comment j'ai pu avant et durant AWS, grâce à cette marque, évoluer en termes de ma carrière et même faire en sorte que les gens en interne chez AWS et externes me reconnaissent. Voilà, j'ai pu... Un long court résumé. Je vais juste mentionner un truc, parce que il y a 3 ans, quand j'ai rejoint AWS, mon mentor à l'époque, quand on rejoint AWS, on a un onboarding plan des gens qui rencontrer. Et mon manager m'a dit, mon mentor, pardon, à l'époque, la première à la liste, c'était Diana. Il m'a dit, Diana, il faut que tu ailles rencontrer cette personne-là, il faut que tu ailles la parler. Et c'est comme ça que j'ai connu Diana. C'est aussi une connaissance que j'ai chérie profondément aussi. Ok. On va passer à toi, Cyrine. On t'a oublié un tout petit peu. Si tu peux, juste la même question. Si tu peux nous donner un exemple d'une fois où avoir cette brand personnelle a impacté positivement ta carrière. Très bien. Donc, pour répondre à cette question, je crois que je vais faire un peu le même exercice que Diana. Je vais parler de mon poste parce que je crois que c'est pas clair aussi de quoi il s'agit. Je suis BDM, donc Business Development Manager. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent ici de quoi il s'agit? Non? Je vois quelques personnes acquiescer. Très bien. En tout cas, au sein d'AWS, un BDM, c'est en bref un expert sur un sujet donné.
Et pour moi, donc, c'est le partage de la donnée. Et c'est un peu la raison qui m'a poussée à m'intéresser au personal branding. On a plusieurs tâches en tant que BDM, mais si je devais faire simple, on a deux activités principales. La première, c'est qu'on prend part à des thought leadership engagements. Désolée, j'ai pas trouvé la traduction, mais en fait, il s'agit de parler à des conférences, rédiger des blog posts, des livres blancs. L'idée est de positionner donc le portfolio de services AWS en face du public. Et la deuxième activité, c'est qu'on assiste les équipes commerciales avec leurs clients qui sont intéressés par notre sujet de prédilection. Et donc, en quelque sorte, j'ai deux clients. J'ai des clients internes, qui sont donc les équipes commerciales qui doivent me connaître pour qu'on puisse collaborer. J'ai des clients externes, qui sont les entreprises, les organismes publics qui sont intéressés par le partage de la donnée, vu que c'était ma spécialité. Et j'ai vraiment essayé de cultiver ce personal branding, donc autant en interne et en externe. Et grâce à cela, j'ai eu quelques opportunités. J'aime bien le chiffre 3, donc je vais vous raconter 3 anecdotes. Donc premièrement, j'ai eu des account managers, comment tu l'avais responsable de compte. Ouais, je m'excuse, on a tous les termes en anglais, donc voilà, faut traduire. Responsables de compte qui m'ont contacté et on a travaillé ensemble. J'ai eu des clients et des partenaires qui m'ont aussi contacté suite à mon activité LinkedIn. Et grâce à ça, on a pu mettre en place de beaux projets et de beaux partenariats. Et enfin, j'ai été invitée pour participer à des conférences en Europe et à l'international. Et voilà, pour en citer quelques-unes, au cas où vous les connaissez. L'année dernière, il y avait le Fireware Global Summit à Vienne, Smart City World Expo Congress à Barcelone. La semaine dernière, j'étais à Seattle. Donc voilà, et tout ça, c'est en cultivant sa personal brand, en se présentant donc d'une certaine manière. J'ai répondu à la question. Ça rejoint, en fait, ça rejoint beaucoup le fait, avec Diana aussi, beaucoup d'opportunités de rencontrer des gens, de parler au public, notamment aujourd'hui, ce qu'on fait aussi aujourd'hui. C'est aussi du personal branding. Ok, bah merci à vous tous. Je reviens sur un point très important que Rim et je crois Inès aussi avait mentionné, c'était le point sur la communication et comment communiquer votre personal brand. Je sais que toutes les quatre, en tout cas, vous faites mieux que moi en termes de communiquer votre branding personnel, surtout sur les réseaux sociaux. Alors, je viens de commencer sur LinkedIn. J'ai updaté mon profil LinkedIn la semaine dernière, donc je suis contente de ça. Donc, je commence petit à petit. Donc, Inès, si tu peux juste nous donner des exemples, comment toi tu fais pour communiquer cette personal brand, que ça soit en interne ou en externe. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de moyens qu'on pourrait utiliser pour communiquer notre personal brand et que déjà, on n'est pas obligé de tout utiliser, donc ne soyez pas submergés par tout ce que je vais citer, mais je pense que c'est important de réfléchir à lesquels nous conviennent le mieux, essayer et voir lesquels viennent plus naturellement. Et, je les classifie sous 3 thèmes. Déjà, faire du partage de connaissances, en premier. Deuxièmement, construire en public. Et troisièmement, amplifier ce que l'on a produit. Par rapport au premier point, partage de connaissances, il peut se faire sous plusieurs formes, soit à l'écrit, à travers des blog posts, à travers des articles Medium, aussi à travers les réponses qu'on pourrait donner, par exemple, sur Stack Overflow, sur Repost, ce genre de choses. Et aussi d'un point de vue à l'oral, en partageant des choses pertinentes qu'on a fait, que ce soit dans nos réunions d'équipe ou bien pour d'autres équipes qui auraient besoin de cette connaissance. Et ensuite, scaler, mettre à l'échelle ça pour une plus large audience, que ce soit à travers des meet-ups de communauté ou des conférences comme celle qu'on a aujourd'hui. Et ensuite, le deuxième point, c'est construire en public. Ça peut se faire à travers des hackathons, par exemple, qui peuvent être soit techniques ou à la fin, on se retrouve avec une solution qui est prête en forme de POC à être utilisée, ou bien des fois, c'est des challenges d'innovation. On n'a pas besoin de programmer, on cherche problem solving, résoudre un problème. Et aussi l'open source. Donc le premier point, à travers les hackathons, on se fait connaître par l'équipe avec laquelle on travaille sur l'expertise du sujet du hackathon auquel on participe, par le jury d'experts qui viennent voir les solutions présentées, mais aussi à travers l'audience qui vient au hackathon et
le vote du public. Généralement, dans certains hackathons, on peut aller demander à des personnes communiquer pour qu'ils votent, ils viennent voter pour notre projet. Et pour l'open source, ça permet premièrement, d'apprendre, de collaborer avec des personnes de la même communauté, de porter de la valeur en créant une solution que la communauté technique peut utiliser. Mais aussi, ça permet de lier son nom à ses collaborations. Je vous conseille de chercher votre nom sur Google et regarder ce qui en ressort. Faire de l'open source permet d'avoir votre nom qui est lié à vos contributions GitHub. Et donc, regardez, peut-être il y a un site sur lequel vous êtes connecté un jour pour des jeux ou je ne sais quoi qui traînent. Vous avez le droit d'utiliser vos droits RGPD pour aller supprimer ces données-là. Et donc, une fois qu'on a créé de la connaissance du contenu, que ce soit avec les solutions ou bien les blogs, etc., amplifier à travers les réseaux sociaux, généralement dans la communauté professionnelle, LinkedIn et Twitter sont les plus prédominants. Mais pensez à communiquer la valeur de ce que vous avez créé et l'amplifier à une audience plus grande. Qui est-ce qui commente parmi vous sur LinkedIn? Qui est-ce qui commente pour autre chose que des célébrations? Ah, c'est très peu. Ça va, c'est bien. C'est bien. C'est quelque chose qui n'est pas très utilisé. Commenter, je trouve qu'on devrait tous le faire parce que c'est plus simple que rédiger un post où on a besoin de définir toute la structure, poser les bases, etc. Là, on arrive sur un post d'une personne qu'on suit pour cette expertise-là et on rajoute notre point de vue. Donc, les personnes qui suivent cette personne viendront regarder les commentaires pour avoir d'autres points de vue et verront ce qu'on a donné, ce qu'on a apporté de par notre expérience, viendront voir notre profil. Et une autre chose à savoir aussi, c'est que l'algorithme LinkedIn privilégie les commentaires par rapport au partage. Donc, quand on commente, notre audience aussi voit ce qu'on a rajouté à ces commentaires. Donc, n'hésitez pas, mettez-vous ça comme objectif dans les 1-2 semaines suivantes, commentez des posts, même des posts du Summit, par exemple. Allez commenter mon post. Maintenant que je suis active sur LinkedIn. On va passer à toi, Diana. Merci beaucoup, Inès, en tout cas, pour ta réponse. Je vais passer à Diana. Même question. Comment est-ce que tu fais pour communiquer ta personal brand en interne et en externe aussi? D'accord. Donc, on a tous parlé de la marque personnelle, visibilité, etc. Je trouve personnellement que quand on commence à construire cette marque personnelle, c'est très important. Bien sûr, si vous avez envie de construire cette marque personnelle, c'est très important de se rendre visible par le réseautage ou sur les réseaux sociaux parce qu'une marque sans visibilité, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, est-ce que votre but, c'est d'être visible en interne dans votre entreprise ou en externe? C'est à vous de décider. Donc, comment je vous conseille ou comment je fais pour exploiter les réseaux sociaux? Personnellement, j'utilise LinkedIn seulement pour côté professionnel. Donc, comment je fais ou comment je vous conseille à exploiter les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Tout d'abord, partagez votre histoire unique, ce que vous identifie et différencie des autres parce que on peut avoir 2 personnes, 3 personnes qui ont même diplôme, même job, même compétences, mais qu'est-ce qui est unique pour vous? C'est quoi votre histoire? Et c'est cette histoire-là qui va vous différencier dans ce monde très compétitif. Et vous allez avoir avec cette marque personnelle et cette histoire des gens qui vont vous suivre, pas juste pour vos compétences, mais parce qu'ils partagent avec vous votre valeur, votre vision, votre stratégie. Et ça va créer un écosystème très fertile pour les opportunités, pour les jobs, opportunités de travail ou autres. Désolée de t'interrompre, Diana, parce que tu as dit un point très important et c'est aussi un point que tu m'avais mentionné il y a quelques semaines. Quand on parlait du personal branding, tu avais dit OK, bah, il y a 2 solutions architectes, mais qu'est-ce qui fait qu'on va choisir toi et pas quelqu'un d'autre? Et ça rejoint un peu ton point, c'est Exactement. quoi ton histoire exactement? Et qu'est-ce qui te différencie de tout le reste et de tous les gens qui ont le même rôle que toi, justement? Exactement. Donc là, on a des profils différents. Par exemple, je prends Cyrine, elle est BDM. Pourquoi les équipes de compte vont venir chercher, demander à Cyrine de venir parler avec leurs clients et pas quelqu'un d'autre? C'est grâce à cette marque personnelle qu'elle a construite que les équipes de compte ou les clients qui vont venir
demander à Cyrine, par exemple, d'aller parler dans une conférence ou venir les aider dans une réunion client, par exemple, tout simplement. Donc, deuxième point, donc ça c'est partager votre histoire. Deuxième point, c'est on a célébré les réalisations des autres. Donc, on a tendance tous, je pense, à célébrer nos réalisations, nos succès sur LinkedIn ou en interne. Je conseille aussi d'aller célébrer ce que les autres font, votre équipe, vos collègues, vos amis. Donc, moi, ce que je fais sur LinkedIn, par exemple, de temps en temps, je célèbre, je partage mes propres succès, mais je fais en sorte aussi de partager et célébrer les succès et les réalisations de mon équipe, de mes amis, de mes collègues. Et ça donne aussi, je ne fais pas ça juste pour visibilité, mais ça donne aussi une visibilité sur LinkedIn et les réseaux. J'utilise LinkedIn aussi comme Ina, quand je vois un sujet qui m'intéresse, je vais aller discuter avec cette personne, mettre des commentaires. Je vais repartager ce post, ce blog post ou ce qu'ils ont mis sur LinkedIn sur mon réseau comme ça. Cette personne-là, ce qu'il a écrit, ça va être vu par tout mon réseau. J'utilise LinkedIn aussi pour partager moi-même des bonnes pratiques, des documents, pas des documents, des contenus, etc. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser LinkedIn. Après, si vous avez d'autres réseaux que vous aimeriez utiliser, vous pouvez utiliser de la même façon. Donc, ça, c'est en LinkedIn. Moi, personnellement, je suis plus active en interne que LinkedIn. Donc, je fais tout ça sur LinkedIn, mais je suis personnellement plus active à l'intérieur de mon entreprise. Donc, ce que je fais pareil. Donc, je partage mon propre histoire ou les trucs que je fais en LinkedIn en interne. Donc, en interne, on a plusieurs outils, on a plusieurs des canaux que j'utilise chez AWS, mais même avant de venir chez AWS, par exemple, je crée des rapports à la fin, je sais pas, de quelques mois, des réalisations que j'ai fait avec mon équipe, parce qu'on travaille en équipe de compte. Je partage en interne et dans toute l'organisation comme ça. Ils vont voir, ils vont, par exemple, utiliser ce qu'on a fait, des bonnes pratiques, et comme ça, ils vont savoir ce que nous, on a fait, en particulier pour les services financiers. J'utilise, par exemple, j'aurais rejoint, par exemple, beaucoup de groupes d'affinités ou, par exemple, qui m'intéressent comme les services financiers au sein au sein de l'entreprise, par exemple de groupes, par exemple Pomoro, CSM, ou par exemple des centres d'intérêt comme Women in Tech, comme les services financiers. Donc, j'ai rejoint plusieurs groupes et là-bas, ce que je fais, je partage des bonnes pratiques. Je suis très active en partageant des bonnes pratiques ou je partage ce que mon équipe a fait. Donc, j'essaye de temps en temps, donc je ne spamme pas, ce n'est pas chaque jour, mais j'essaye de temps en temps que je partage dans ces groupes-là en interne ce qu'on a fait, mon équipe avec les autres. Par exemple, moi, je suis dans le service financier, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas partager avec les équipes auto, retail, etc., pour voir les bonnes pratiques, etc. Donc, il y a plusieurs façons d'être active. Et une dernière chose que je fais, c'est qu'on a des forums dans notre entreprise où, par exemple, les commerciaux ou les experts techniques, etc., se rejoignent, où ils font des réunions chaque mois ou chaque 3 mois. Donc, je vais là-bas et je fais des présentations sur différentes thématiques. Donc, aussi, c'est une autre façon de se rendre visible. Donc, personnellement, quand je dis je suis plus active en interne que sur LinkedIn, mais les mêmes choses que vous faites sur LinkedIn, vous pouvez le faire en interne aussi. J'avoue, Diana est une célébrité en interne chez AWS, en tout cas sur le bureau d'AWS. On a encore 10 minutes et j'ai encore plein de questions à vous poser, donc je vais être assez rapide. Je vais juste commencer par Rim au tout début, parce qu'on t'a oublié un tout petit peu pour un moment. Tu avais aussi parlé du fait de demander à tes collègues, en fait, c'est quoi ta personal brand et leur perception de toi. Et je trouve que c'est aussi quelque chose de très important qu'on a chez Amazon. Dans la culture d'Amazon, c'est la culture du feedback, qui est très très appréciée et très recommandée en interne. On demande du feedback partout. On vous en demander à la fin de la session. On en demande en interne aussi, beaucoup. Et donc, je voulais juste te poser une question. Comment est-ce que la culture de Amazon t'a aidé dans la construction de ton personal brand?
Oui, alors tu l'as déjà mentionné, la culture du feedback qui existe chez Amazon, qui est très importante. Mais aussi, donc les panélistes qu'on a aujourd'hui, on a l'avantage d'être dans une entreprise qui a été construite autour des leadership principles, donc les principes de leadership. Je ne sais pas qui connaît ici les leadership principles d'Amazon. Ok, je vois quelques mains. Alors, c'est depuis les débuts d'Amazon, depuis les débuts modestes jusqu'au statut actuel de leader mondial, les leadership principles ont été un peu la boussole de la construction et de la réussite d'Amazon. Ce sont les principes en fait qu'il faut incarner en tant qu'employé dans votre vie professionnelle, mais aussi ça va plus loin que ça, c'est aussi dans votre vie de tous les jours, donc ça fait un peu partie de votre personnalité. Et donc on a cet avantage en fait, d'incarner ces leadership principles qui vont nous permettre de construire notre marque personnelle. Et donc ma première réponse, ça serait vraiment incarner ces principes. Mais aussi, on a l'avantage d'être dans une entreprise qui n'a pas peur de l'échec, en fait, qui encourage l'expérimentation. Et donc, tout à l'heure, j'avais commencé avec une citation de Jeff Bezos. Je vais en terminer avec une autre. En 2015, Jeff Bezos avait dit dans la lettre aux actionnaires, l'innovation et l'échec vont main en main. Et donc, pour innover, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Et c'est un peu la philosophie que j'encourage tout le monde à avoir quand on parle de personal branding. C'est normal de ne pas tout savoir dès le début, c'est normal d'expérimenter et ensuite d'évoluer, de changer son idée de personal branding. En tout cas, c'est la philosophie que je garde quand je construis la mienne. Ouais. Et c'est quoi ton leadership principal favori? Alors, Et pourquoi? C'est le plus important. J'en ai pas mal, mais je vais dire le earn trust, donc avoir confiance. Et je dirais que c'est parce que pour moi, la confiance, c'est la base de toutes les interactions, que ce soit avec les collègues, dans la vie personnelle, mais aussi avec vos clients. Donc, dans la vie professionnelle, c'est quand on peut avoir la confiance de l'autre personne, c'est là où on peut vraiment construire une relation forte. Merci beaucoup. Le meilleur pour la fin. Avant je continue juste sur la même question. Inès, c'est quoi ton leadership? Cyrine, pardon, je suis désolée. C'était quoi la question du coup Ton leadership principal favori? Moi, je dirais que c'est learn and be curious, Ok. parce que j'ai toujours eu cette soif d'apprendre, cette certaine curiosité intellectuelle que j'essaie de continuer de cultiver, que ce soit au sein de mon métier et à l'extérieur. Parfait. Je voulais juste aussi te poser une dernière question, deux petites dernières questions. Quand on parle de personal branding, on a souvent des idées ou des misconceptions reçues sur le fait de promouvoir et de parler de son personal brand. Pour toi, c'est quoi ces idées reçues qui sont des fois fausses? Donc voilà, je vais commencer par ça d'abord. D'accord. En fait, il y a une idée qu'on me dit souvent, et je veux tout de suite la remettre en question, c'est que le personal branding, c'est pour les influenceurs. C'est pas pour nous autres communs des mortels. Voilà, je veux tout de suite remettre ça en question parce que, en fait, il faut voir le personal branding comme sa réputation. Je crois qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que voilà, la réputation est un concept qui existe depuis la nuit des temps. C'est juste qu'aujourd'hui, on accorde plus d'importance à son réputation, la façon dont on est perçu en ligne. Et juste pour mettre les points sur les i, l'idée là n'est pas d'avoir X nombre de followers ou de connexions sur LinkedIn, mais c'est vraiment c'est quoi la réputation qu'on a avec ses followers, ses connexions, c'est quoi la réputation qu'on a au sein de notre secteur d'activité, au sein de notre industrie. Et à AWS, on se base souvent sur les données. Donc, j'ai ramené quelques chiffres avec moi pour vous montrer, au cas où, après toute cette session, vous vous dites, non, en fait, c'est pas important le personal branding, voilà, pour appuyer ces propos. On est en France, donc on va vous montrer quelques statistiques françaises. Top, ça marche. Donc, première statistique, 71% des Français s'attendent à ce qu'un CEO soit présent sur Twitter. La deuxième est que 74% des Français sont convaincus que les dirigeants doivent être publiquement visibles pour la bonne réputation d'entreprise. Et il s'agit d'une étude en fait de Harris Interactive France, si vous voulez, voilà le nom de l'étude. Et ça, en fait, je crois que les grands groupes l'ont compris. Le personal branding permet essentiellement 3 choses pour les grandes entreprises. Premièrement, il permet de donner d'humaniser, disons, l'entreprise. On n'a pas un logo, on a un visage, une personnalité.
Deuxièmement, il permet d'accroître la visibilité et enfin de créer une communauté. Et voilà, enfin, je crois que les entreprises l'ont compris parce que si je vous dis Apple, vous pensez à Steve Jobs. Il y a des gens- C'est Tim Cook, mais c'est encore. Moi aussi, je pense à Steve Jobs. Voilà, je vais vous dire. Si je vous dis Amazon, c'est Jeff Bezos, mais maintenant c'est Andy Jassy. Il faut se mettre à jour. Mais je suis comme vous. Je vous avoue que moi aussi j'avais pensé à Jeff Bezos. Voilà, pour prendre quelques exemples français, Orange, on a Christelle Edeman. Hugging Face, on a Thomas Wolf qui était présent à la keynote de ce matin. Donc voilà, peut-être que là, je vous apporte pas du nouveau. Vous savez que c'est important pour les exécutifs, les C-level, d'avoir une personal brand. Qu'en est-il de monsieur, madame, tout le monde, enfin nous, qui ne sommes pas, voilà le reste, qui ne sommes pas Steve Jobs. Alors j'ai des données aussi sur ça. On va finir, je crois, avec quelques ces data. Malheureusement, c'est aux États-Unis. Vous m'excuserez, je n'ai pas trouvé d'études en France, mais première statistique, c'est que 63% des Américains sont plus susceptibles d'acheter un produit, un service à quelqu'un qui a une personal brand établie plutôt qu'à un étranger. Et au sein de cette statistique, on retrouve 33% des boomers, 60% de la génération X et 76% de la génération Y, les fameux millennials. Et c'est une étude de l'université de Harvard. Donc, je sais ce que vous allez me dire, c'est que 33% des boomers, c'est un peu plus de la moitié de la génération X. Oui, mais c'est 76% des millénials. Et si on considère que les millénials âgés ont entre 33 et 45 ans, c'est ces personnes qui ont le plus grand pouvoir d'achat. C'est ces personnes qui prennent les décisions, c'est ces personnes qui créent les entreprises, et c'est le personal branding qui influence donc pour qui ils vont travailler, qui ils vont employer, qui ils vont promouvoir. Et voilà, donc l'idée de cette slide, c'est qu'on assiste vraiment à un changement de paradigme. Le personal branding devient de plus en plus important, et si vous le faites voilà, dans la vie de tous les jours, j'ose même pas imaginer la génération X, c'est quel pourcentage. Z, pardon, excuse-moi. Ils sont encore jeunes, je crois qu'ils rentrent maintenant dans le milieu du travail. Ouais. Et en fait, il faut le voir un peu comme un trust accelerator. Ça nous permet de gagner la confiance d'une autre personne de façon plus rapide. Donc c'était ça l'idée, grosse idée reçue qu'on a. C'est très intéressant. Merci beaucoup d'aller chercher ces chiffres. Franchement, c'est très intéressant. Je vais finir sur une dernière question. Quand on parle de personal branding et le fait de s'afficher comme ça avec sa personal brand, on a tendance à souvent confondre ça avec de l'arrogance. Comment est-ce que pour toi, d'après ton expérience, tu as navigué en fait cette relation entre communiquer, arrogance, d'après ton expérience? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que oui, on a tendance à se dire qu'on est en train de se vanter, on est en train de se mettre en avant. Et voilà, encore une fois, je vais remettre ça en question, car la personal brand, c'est votre réputation, c'est la façon, c'est mettre en avant votre expertise, la valeur ajoutée que vous apportez, comment vous vous différenciez par rapport aux autres. Et en fait, ça ne nous vient pas naturellement de juste communiquer sur nos accomplishments. C'est quoi le accomplissement aussi en français, réalisation. Voilà, ça ne nous vient pas naturellement. On est dans un panel féminin. En tant que femme, je considère qu'on a tendance aussi à nous dire il faut être discrète, il faut être humble, il faut se faire petite, il faut être reconnaissante. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à commencer à communiquer voilà, en ligne. Mais il y a trois idées en gros qui m'ont aidé à le faire plus facilement. La première est de repenser du coup le personal branding en termes de réputation, parce que je crois qu'on a tendance à accorder plus d'importance à notre réputation et la façon dont on est perçu. La deuxième, de se dire que si on ne le fait pas, il y a quelqu'un qui va le faire pour nous, et c'est pour ça que je vous encourage de vous googler un peu comme l'a recommandé Inès, et de voir qu'est-ce qui ressort. Et la troisième, c'est de changer de prisme, de pas se dire c'est moi qui est en train de me promouvoir, mais de se dire ok, qu'est-ce que je fais en communiquant sur tel ou tel projet que j'ai réalisé. Je suis en train d'apporter de la valeur à mes connexions, à mes clients. Donc changer le point de vue qu'on a sur cette idée. Au sein d'AWS, un autre leadership principal qui est très important, c'est la customer obsession. Donc se dire, OK, pour mes clients, le fait que je communique sur ça, ça les aide à répondre à tel et tel projet, telle et telle problématique. Et donc voilà, c'est de le voir de cette façon. Merci à toutes.
Et merci à vous tous et toutes d'être présents aujourd'hui. Moi, j'aurais bien aimé rester encore un peu plus, mais voilà, on est pile poil Un petit à l'heure. survey. Donc, culture du feedback, comme j'ai mentionné, c'est une petite survey. Ça nous permet aussi de nous améliorer, d'améliorer le contenu du summit, mais aussi d'améliorer le contenu des sessions et de nos performances aussi. Donc voilà, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci pour votre temps, d'avoir écouté, et j'espère que ça vous a été utile. Merci. Merci. Il y a une slide après. Pardon.